Bienvenue dans le débat. Michel Barnier, Premier ministre. La passation de pouvoir avec Gabriel Attal a eu lieu il y a quelques minutes, à 18h30 à peu près. Ça s'est passé à Matignon. Il a 73 ans, Michel Barnier, ancien ministre de l'Agriculture et des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, ancien commissaire européen chargé des négociations sur le Brexit. Cette période doit être utile, a-t-il affirmé lors de son discours. Il se dit non sectaire, mais il veut dire la vérité sur la dette publique, a-t-il dit. Les réactions politiques se sont multipliées après l'annonce de sa nomination. L'élection a été volée aux Français, accuse le leader de la gauche LFI Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon. LFI qui appelle à manifester samedi. L'extrême droite ne censurera pas immédiatement ce nouveau Premier ministre, assure en tout cas ses dirigeants. Édouard Philippe l'a félicité sur le réseau X. Alors, qui est-il, Michel Barnier? Avec qui peut-il gouverner? Qui le soutiendra à l'Assemblée nationale? Quel style de cohabitation? Combien de temps va-t-il durer? Peut-il rassembler? Ouais, toutes les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Thierry Vedel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur au CNRS et également au CEVIPOF. Bienvenue à vous. Roselyne Febvre est toujours avec nous. Bonsoir Roselyne, chef du service politique de France 24. Dans le débat également, Philippe Moreau-Chevrolet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président MCBG Consulting, spécialiste de la communication. Cette passation de pouvoir a donc eu lieu. On a entendu Gabriel Attal dans un discours assez personnel, puis celui de Michel Barnier. Johan Baudin a suivi cela avec attention. Il est sur place, notre envoyé spécial. Johan, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de cette passation de pouvoir ? Oui, et bien ici, Gabriel Attal a quitté la cour de Matignon il y a quelques instants. Il a salué ses collaborateurs. C'était un discours effectivement relativement émouvant, très personnel de la part de Gabriel Attal. Les deux hommes sont restés environ une vingtaine de minutes ici sur le perron de Matignon. Gabriel Attal a transmis le pouvoir à Michel Barnier. Ils se sont serrés la main sous les applaudissements des collaborateurs du Premier ministre, puis se sont enfermés à 18h pour un entretien d'une vingtaine de minutes pour se passer le dossier. C'est donc la fin d'un long feuilleton politique de plus de 20 jours pour désigner un successeur à Gabriel Attal. Gabriel Attal, le plus jeune Premier ministre de la Ve République, a passé le témoin à Michel Barnier, le Premier ministre le plus âgé de la Ve République. Gabriel Attal a félicité Michel Barnier en soulignant son expérience inégalée au service de l'État avec beaucoup d'émotion. Il a regretté n'être resté à Matignon que 8 mois, trop court selon lui. Les dossiers qu'il laisse sur le bureau de Michel Barnier et à traiter selon lui en priorité, l'agriculture, la santé et surtout l'école de la République. Il a demandé à Michel Barnier de travailler en priorité sur l'école. C'est selon lui l'assurance vie de la République. Gabriel Attal a félicité Michel Barnier et a loué son expérience inégalée. Michel Barnier a remercié Gabriel Attal et s'est permis de lui dire qu'il a bien aimé son discours de revoir et sa façon de lui donner des conseils. Il s'est permis de glisser que son bureau était un peu vide en raison des projets en suspens qu'il compte bien reprendre. Il a fixé dans une allocution d'une dizaine de minutes quelques priorités, la sécurité, la dette financière, la dette écologique selon lui, et le faire sans sectarisme. A-t-il insisté? Il a évoqué également les questions agricoles et a annoncé des changements et des rupture. Cela se fera avec du respect, avec toutes les forces politiques, a-t-il insisté. Michel Barnier, membre du Parti Les Républicains, libéral et pro-européen, a une très longue expérience politique de près de 50 ans au sein de quasiment toutes les institutions de la République. Il a exercé des fonctions locales dans son fief de Savoie, a été élu le plus jeune député en 1978, élu également sénateur. Il a été nommé 4 fois ministre, a travaillé avec 3 présidents de la République. Désormais, donc, c'est un 4e président de la République qui va servir en tant que Premier ministre. Il a une expérience solide également au niveau européen, 2 fois commissaire européen. Il a surtout été le négociateur en chef en charge du Brexit. Il en retire un sens du compromis et des négociations. C'est donc un Premier ministre expérimenté, travailleur, un homme de dossier, un fin négociateur qui va prendre les rênes de Matignon. Autant de qualités qui seront fort utiles car il aura une majorité très relative. Marine Le Pen, la présidente d'honneur du Rassemblement national, a fait savoir qu'il n'y aura pas de motion de censure préalable, une sorte de pacte de non-agression. Merci Johan Baudin, donc en direct de Matignon. On a vu les enjeux, vous nous avez dressé le portrait de Michel Barnier. On va écouter brièvement un extrait du discours de Gabriel Attal.
Je tiens à vous féliciter chaleureusement, cher Michel Barnier. Nous nous connaissons depuis plusieurs années maintenant. Les Français vous connaissent. Ils savent que vous êtes un grand élu local, que vous connaissez nos territoires, que vous avez une expérience quasiment inégalée du service de l'État dans différentes fonctions, de l'international et de l'Europe aussi. Évidemment, quelqu'un qui a mené à bon port des négociations aussi dures que celles sur le Brexit doit savoir manœuvrer dans le paysage politique français que nous connaissons aujourd'hui. Amorosine, d'abord sur cette passation de pouvoir, c'est vrai qu'il incarnait le plus jeune Premier ministre de la République, de la Ve République, et là, effectivement, il passe le flambeau aux plus âgés, et d'ailleurs, ils l'ont mentionné tous les deux, Michel Barnier le disant, on est plus jeune pas très longtemps, oui. Il y avait une touche personnelle. Oui, mais c'était un peu à fleur et moucheté, j'ai trouvé que c'était un peu tout en vacherie souriante l'un et l'autre, c'est-à-dire que quand Gabriel Attal a été un peu long, un peu personnel, c'était un beau discours, et il a dit, et Michel Barnier a dit, est-ce que je peux dire un mot? Donc on a le sentiment qu'il le trouvait visiblement trop long. Et puis il lui dit, vous m'avez dit que sur mon bureau il y avait tel et tel dossier. Voilà, il lui faisait un peu la leçon. Donc on avait un peu le contraste de ces deux hommes, le jeune et le plus vieux. Et d'ailleurs j'ai noté que dans l'expression, ce que ne ferait pas Gabriel Attal à un moment, ce qui m'a frappé, c'est que Michel Barnier a parlé des gens d'en bas qu'il faut traiter avec respect. Mais Gabriel Attal ne parlerait jamais des gens d'en bas. Je ne sais pas si ça vous a frappé ou pas. Si, il a dit qu'il fallait prendre les bonnes idées des gens d'en bas. En fait, ça nous ramène aux années Raffarin, il y a 10 ans, 15 exactement. ans. Ça faisait un peu du Raffarin, c'est-à-dire ce vieux monde, en fait. Après, ça ne veut pas dire qu'il est bon à mettre à la poubelle, pas du tout. C'est un homme d'expérience et voilà, qui a négocié le Brexit. Quand on a affronté Johnson, on peut tout affronter. Voilà, mais c'était marrant de voir le contraste du style. Contraste de style, Philippe Mongeau. Il y a un contraste d'âge, enfin, c'est très étonnant. Il y a un contraste de style, il y a un contraste aussi de fond. Gabriel Attal vient de la gauche. Michel Barnier, il est très clairement à droite. Il s'est prononcé pour un moratoire sur l'immigration en 2022. Il était en campagne pour être candidat à la présidence de la République. Il ne l'a pas été. Et Michel Barnier, très conservateur sur les questions de sexualité, alors que Gabriel Attal est ouvertement gay. Donc tout ça fait... Il n'y a pas un monde de différence, il y a un fossé. Vous êtes d'accord? Il y a un fossé. Oui, non, je pensais... C'est pas juste l'expérience versus la jeunesse, là. Puisqu'on évoque la symbolique, en effet, par hasard, le plus jeune Premier ministre et le plus âgé des premiers ministres de la Ve République, je pensais juste à une formule qui nous place quand même... dans la situation d'aujourd'hui, c'est la définition d'une crise qu'on donne souvent, c'est quand le vieux ne veut pas mourir et que le jeune n'arrive pas à naître et à émerger. Voilà. Je crois que c'est ça. Alors, en même temps, on sait très bien qu'il ne faut pas s'arrêter. Gabriel Attal a parlé de ces 8 mois en parlant de frustration. Il était frustré de ne rester que 8 mois. Et en même temps, ce qui est un peu désespérant, on sait qu'il ne faut pas s'arrêter à ces images parce que, très probablement, on va vivre d'autres péripéties. Peut-être un nouveau Premier ministre dans quelques semaines, quelques mois. On ne sait pas. Et en tout cas, jusqu'à juin 2025, qui peut-être sera la sortie de la crise. Voilà. Qui va-t-il nommer au gouvernement? Sera-t-il soutenu par l'Assemblée nationale? Nous avons Philippe Schreck en ligne avec nous. Vous êtes avec nous par Skype, député RN du Var. Bonsoir. Merci de réagir à chaud avec nous. Votre réaction à l'arrivée de Michel Barnier? Bien, écoutez, c'était une séance de présentation courtoise entre anciens et nouveaux Premier ministres. Je note qu'il a une phrase importante où il a déclaré qu'il fallait à présent agir plus que parler. Je ne sais pas s'il va tenir cet engagement. S'il le tient, ce sera en effet une rupture avec son prédécesseur. Le RN, votre parti, a affirmé attendre la déclaration de politique générale de Michel Barnier pour une censure éventuelle. Vous avez posé vos conditions, vous avez passé un deal. Non, il n'y a pas de deal. Il y a des critères que les éventuels candidats cochaient, remplissaient ou ne remplissaient pas. Manifestement, M. Barnier est un homme respectable et courtois, y compris avec ses adversaires politiques. Et lorsque nous avons 11 millions d'électeurs derrière nous, c'est un premier critère que, par exemple, M. Bertrand ne remplisse pas. Ensuite, nous l'attendons sur les messages, comme il l'a dit dans son allocution, d'immigration, de sécurité et aussi de présence de services publics en ruralité. C'est quelque chose
d'extrêmement important où notre pays a pris un retard considérable depuis 2017. Donc il s'agit de raisons qui font que, a priori, nous ne faisons pas le tir de barrage de la censure et nous attendrons effectivement les orientations politiques qui seront les siennes et qu'il ne manquera pas de développer dans son discours de politique générale. Une dernière question, il a parlé de vérité sur les finances publiques, justement sur la dette. Est-ce que vous, au Rassemblement national, vous voteriez un budget qui fait des coupes budgétaires, un budget, disons, pas d'austérité, mais en tout cas orthodoxe? Tout dépend ce que vous entendez par coupe et où celle-ci se situe. Alors là où nous soutiendrons le Premier ministre, c'est dans sa quête de vérité. Je vous rappelle que nous avons demandé un audit sur les comptes publics, un audit sur les personnes qui détenaient l'abyssale dette française. On ne nous a jamais répondu. Donc les coupes, pourquoi pas? Tout dépend où elles seront, car encore une fois, le budget n'est que la traduction comptable des orientations politiques. Merci beaucoup, Philippe Chac, d'avoir été avec nous, député RN du Var, d'avoir réagi à chaud. Un mot, Roselyne Fabre, justement, sur la position du Rassemblement national. Intéressant d'ailleurs de dire qu'il n'est pas contre les coupes budgétaires, alors que le programme de Marine Le Pen était quand même un programme beaucoup plus à gauche. Oui, bien sûr. Revenait sur la réforme des retraites. Enfin, on n'était pas justement sur les aides publiques. Oui. Donc, en tout cas, non, il dit qu'il n'y a pas de deal, mais il y a eu tout de même des vraies discussions avec le Rassemblement national avant la nomination de Michel Barnier. Disons que l'atout pour Emmanuel Macron, en tout cas de nommer Barnier, c'est celui qui n'est pas tombé lors du tir au pigeon, à la fois de la France Insoumise, enfin du NFP, et du Rassemblement national. Et on voit aujourd'hui une chose, c'est que le RN est en véritable arbitre du jeu politique. Et lorsque Marine Le Pen décide qu'elle va censurer avec le doigt sur la gâchette, généralement, Emmanuel Macron fait quelques pas en arrière. Il se dit, oulala, je vais trouver quelqu'un qui pourra éventuellement, qui ne sera pas au jeu de massacre, qui ne va pas tomber à la première balle. Donc, il choisit Barnier. Alors, on saura par les fins limiers de la presse écrite comment il a été choisi et si au dernier moment, parce que c'était entre Cazeneuve-Bertrand, Bertrand-Cazeneuve, Cazeneuve-Bertrand. Et puis finalement, pouf, est arrivé Michel Barnier aujourd'hui. Voilà, quelle était la raison pour laquelle le RN ne le censure pas? Peut-être parce que lorsqu'il était candidat, vous savez, à la primaire républicaine en 2022, il avait dit « Je demande un moratoire sur l'immigration ». Et donc peut-être que le Rassemblement national se dit « Tiens, est-ce qu'il va aller de notre côté ?» Thierry Vidal, oui, il ne déplaît pas au Rassemblement national. Hein, on l'a bien entendu, même peut-être on verra ce que ça va donner sur le budget. Mais ce qui est intéressant, c'est de revoir un peu les chiffres, surtout pour le public international qui est le nôtre. Le Rassemblement national, c'est 126 sièges à l'Assemblée. LR, donc, dont est issu Michel Barnier, c'est 47 sièges. Hein, vous les voyez s'afficher. Ensemble, donc 99. Le Modem, 36. Horizon, 31. Lyotte, 22. Et vous avez le bloc de gauche, 193 NFP. Le bloc de gauche qui, lui, est manifestement vent debout, Thierry Vedel. Donc ça veut dire que, d'abord, est-ce qu'il y aura des ministres LR de droite qui vont participer au gouvernement? Et est-ce que finalement, surtout, la gauche s'opposera à tout? Oui, mais c'est ça la complexité de la crise. Et personne ne sait la résoudre. C'est-à-dire qu'on a une Assemblée nationale qui est quasiment dans l'incapacité de parvenir à des majorités. On n'a aucune majorité absolue. On a peut-être des majorités relatives sur quelques lois, sur quelques projets, et c'est là où tout va se jouer. Et c'était très intéressant ce que vous disiez sur le Rassemblement national. C'est-à-dire, on a un Premier ministre, qui est apparemment libéral sur le plan économique. Et là, ça va être très intéressant de clarifier la position du Rassemblement national sur le plan économique, qui n'est pas du tout clair, parce que c'est vrai que depuis Marine Le Pen, le Rassemblement national, contrairement à ce qui se passait avec Jean-Marie Le Pen, s'est engagé dans une politique beaucoup plus de soutien des services publics, de dépenses, de soutien à la société, alors qu'auparavant, Jean-Marie Le Pen, lui, était un vrai libéral. Partisan du marché. Et donc, on va voir ce qui se passe, parce que je crois que le Rassemblement national n'est pas du tout clair sur le plan économique. Parenthèse, Marine Le Pen. Parenthèse anti-européenne, anti-euro. Mais en même temps, leur électorat aussi, c'est un électorat populaire qui attend aussi un certain nombre de choses, notamment en matière de services publics. Donc, ça coûte cher. En tout cas, à gauche, Philippe Montchevrolet, là, ils sont vent debout. On va écouter peut-être Jean-Luc Mélenchon qui avait réagi juste après la nomination de Michel Barnier. L'élection a donc été volée au peuple français.
Le message a été nié. Et maintenant, nous découvrons un Premier ministre qui est nommé avec la permission et peut-être sur la suggestion du Rassemblement national, alors que le deuxième tour de l'élection législative avait été tout entier concentré à faire échec à ce Rassemblement national. Alors, est-ce que ça veut dire que tout le NFP, ils sont 193, là on a entendu Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai qu'on a entendu aussi un certain nombre de membres du PS très vent debout aussi contre Michel Barnier, mais est-ce que finalement certains socialistes par exemple pourraient voter un certain nombre de mesures présentées par Michel Barnier? Alors c'est très difficile. En fait, ce qu'il puisse y avoir, parce qu'ils vont faire les maths. C'est l'espoir du gouvernement, l'espoir d'Emmanuel Macron probablement, c'est ça, c'est de pouvoir continuer à faire du macronisme quand Michel Barnier dit parmi ses premiers mots, moi vous savez je suis quelqu'un qui est consensuel, je suis attaché au fait de ne pas être sectaire, il nous raconte une jolie histoire là-dessus. Ça va être beaucoup plus compliqué en pratique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des élections municipales et il y a des élections présidentielles pour lesquelles l'alliance du NFP est indispensable. LFI a besoin du PS, le PS a besoin d'LFI, ils ont un besoin vital l'un de l'autre. Donc pour les séparer, c'est comme la moule et le rocher. Il va quand même falloir y aller. Ça va quand même être très difficile. Et Michel Barnier vient de la droite avec des positions, il faut le rappeler, ultra conservatrices. Sur l'immigration, il a demandé un moratoire il y a 1 an et demi, donc c'est pas vieux. Sur les mœurs, en matière de sexualité, il était contre le Pacs, il était contre la dépénalisation de l'homosexualité. Bon, c'était il y a 40 ans, mais quand même. Tout ça est réutilisé par la gauche aujourd'hui. Et il faut quand même se mettre à la place des électeurs de gauche qui se sont mobilisés à un niveau historique le 7 juillet pour faire barrage au RN, à qui on a expliqué après pendant 2 mois qu'il était hors de question d'essayer Lucie Castet. Alors, elle aurait très bien pu se planter, Lucie Castet, ça n'aurait pas été la fin du monde. Hors de question d'essayer. On ne sait pas pourquoi, c'est le fait du prince. Et qui se retrouve avec Michel Barnier, dont la principale qualité, c'est quoi ? C'est que le RN est OK. Mais on habite sur une autre planète. En tout cas, il va falloir voter des lois. La députée LFI de Seine-Saint-Denis, Nadège Abo-Mangoli, est avec nous par Skype. Merci d'être avec nous ce soir. Votre réaction, est-ce que vous, à gauche, vous allez censurer, quoi qu'il arrive, le gouvernement ? Vous n'attendrez pas, disons, de voter texte par texte ? Nous allons censurer, bien évidemment, le gouvernement parce que la démarche de nommer aujourd'hui Michel Barnier correspond à un vol de l'élection législative, à une usurpation d'identité de Premier ministre, puisque la réalité, c'est que la souveraineté populaire a été piétinée. Les électeurs se sont largement mobilisés pour faire barrage au Rassemblement national et pour mettre un terme également à la politique d'Emmanuel Macron. Or, qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui ? On nous propose une synthèse, en quelque sorte, entre la politique de Macron, qui depuis quelques années est une politique de droite libérale classique, avec des coupes dans les services publics, dans les financements des services publics, une politique d'austérité. Et puis, dans le même temps, Michel Barnier, c'est l'homme qui, il y a 2 ans, finalement reprenait les marqueurs essentiels du Rassemblement national. Et d'ailleurs, on le voit, les réactions à la fois de Marion Maréchal et de Marine Le Pen sont parlantes. La réalité, c'est qu'il y a aujourd'hui un appel à ce que Barnier applique un certain nombre de mesures qui plairaient au Rassemblement national, alors que c'est justement ce contre quoi les électeurs se sont mobilisés largement. Donc, a priori, après le discours de politique générale, il y aura une censure du côté du NFP. Il y aura une censure. D'ailleurs, ça a été annoncé par l'ensemble des forces du Nouveau Front populaire. Là, il y a unanimité et c'est évident parce que dans quel pays est-ce qu'on voit que le candidat de la coalition arrivé en tête n'est pas en capacité, n'est pas mise au gouvernement pour d'abord tenter et puis on voit après. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Là, rien n'a été essayé et aujourd'hui, finalement, c'est le clan Macron qui a décidé de mettre Marine Le Pen au centre du jeu parce qu'ils auraient très bien pu décider de laisser faire le bon sens institutionnel et donc de laisser gouverner Lucie Castet. Là, aujourd'hui, ils se mettent dans la main du Rassemblement national et finalement, c'est la continuité de cette dissolution, parce que cette dissolution a été décidée par Emmanuel Macron. Il rêvait d'un Bardella à Matignon. Il a maintenant un Michel Barnier. C'est une manière de faire du RN sans avoir l'air d'y toucher. Vous demandez une session extraordinaire à l'Assemblée nationale ? Évidemment que nous demandons une session extraordinaire parce que nous voulons évidemment mettre à la discussion parlementaire les grandes options, les grandes orientations contenues par le programme du Nouveau Front populaire, à savoir l'abrogation de la réforme des retraites, le SMIC à 1 600 € et que nous ayons à ce moment-là la vérité des prix, que chacun dise ce qu'il veut faire.
Merci beaucoup Nadège Abo-Mongoli d'avoir été avec nous, un député LFI de Seine-Saint-Denis. Une réaction peut-être, Roselyne, à ce qui vient d'être dit. Donc NFP, je rappelle, c'est 193 députés à l'Assemblée. Ils souhaitent une session extraordinaire pour que ça démarre maintenant, en fait, ces censures. Parce qu'il faut rappeler que la session ordinaire de l'Assemblée nationale, c'est le 1er octobre, si je ne me trompe pas. Et le budget, d'ailleurs, doit être déposé exactement à ce moment-là donc à l'Assemblée. Le gouvernement, enfin le Premier ministre va être écrasé par l'urgence, notamment du budget, mais il a dit deux choses, Michel Barnier, enfin plusieurs choses. Il a dit: je vais répondre aux défis et aux colères, et il y aura du changement et rupture. Et enfin, troisième chose, je ne serai... il parlait de sa mère, en disant que sa mère lui avait dit: ne sois jamais sectaire, parce que quand on est sectaire, c'est qu'on n'est pas sûr de ses idées. Donc est-ce que ça veut dire que c'est vrai qu'il est de droite, libéral, très à droite, très conservateur, comme l'a rappelé... comme vous l'avez rappelé, mais est-ce que pour autant il ne va pas arriver aussi avec un package un peu plus sociétal, peut-être un peu plus à gauche? C'est vrai que dire Barnier est à gauche, on a l'impression que voilà. Il pourrait élargir, mais de toute façon, aujourd'hui, tout le monde est piégé. De rassembleur. Tout le monde est piégé. Ce que disait la personne de la France Insoumise est assez vrai. Tout le monde est pris à son propre piège, y compris Macron, puisque les gens se sont ligués pour ne pas avoir le Rassemblement national. Et aujourd'hui, c'est le Rassemblement national qui décide et Macron qui s'exécute. Donc il y a quand même un problème. Emmanuel Macron est dans les mâchoires, effectivement, du Rassemblement national. Et aujourd'hui, si Barnier veut au moins avoir de son côté des macronistes de gauche et une partie du centre-gauche, eh bien, il faut qu'il fasse des propositions qui ne seront pas que de droite. Sinon, ça n'ira pas. Effectivement, il y aura pour le coup déni de démocratie. Parce qu'il y a quand même si personne n'a gagné, la gauche est arrivée en tête. La réforme des retraites, par exemple, a priori, est-ce qu'il va revenir sur la réforme des retraites? A priori, on peut penser que non. Et ça sera un point de rupture, évidemment, avec une partie des députés. Ceci dit, quand tout à l'heure la députée LFI disait il y aura censure, non, il y aura dépôt d'une motion de censure, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il faut qu'elle soit votée à la majorité absolue. Voilà, il faut le répéter parce que c'est ça toute l'équation et tout ce qui fait la crise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un Premier ministre qui est quasiment dans l'incapacité de réellement gouverner et on ne sait pas quoi faire et mettre à la place. Olivier Paccaud nous a rejoint par téléphone, sénateur LR de l'Oise. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour réagir à chaud. Est-ce que ça vous a surpris qu'un homme politique LR soit nommé alors que finalement vous n'avez qu'une quarantaine de députés LR à l'Assemblée? Ça peut surprendre effectivement, mais compte tenu de l'équation inédite et très particulière de l'Assemblée nationale, il y avait une sorte de logique quand même qu'un candidat, c'était pas un candidat, mais quelqu'un venu des LR puisse effectivement être nommé à Matignon. Maintenant, la vraie problématique, c'est pourquoi faire. Voilà. Est-ce que vous allez tenter de construire une coalition avec Michel Barnier? Sur quels axes? Alors très honnêtement, je ne suis pas le porte-parole de Michel Barnier. Et je suis comme vous, j'ai simplement déjà vu sa première prise de parole sur le perron de l'Élysée. Après celle de Gabriel Attal, qui était d'ailleurs très intéressante, mais Michel Barnier est venu avec le calme des vieilles troupes. Il n'a pas annoncé grand-chose, en fait. Le temps viendra des annonces, mais il a peut-être annoncé une méthode. Et cette méthode, c'est d'essayer effectivement de rassembler. Alors, il a parlé du sectarisme et de son refus à tout prix d'être quelqu'un de sectaire. Très bien, mais c'est vrai que les 47 députés LR+, les 170 macronistes, ça ne fait pas une majorité. Et donc, il va falloir aller chercher peut-être du côté de la gauche, mais visiblement, elle n'en veut pas, peut-être du côté du RN, et l'équation est compliquée. Tant qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire, alors il a prononcé des mots sur la sécurité, sur l'immigration, mais moi, j'attends de voir. Donc vous n'êtes pas dans un état d'esprit de coalition? Écoutez, aujourd'hui, les Français ont rejeté la politique menée par Emmanuel Macron. C'est pas pour continuer. Donc, Michel Barnier doit
mener une politique différente. Il ne doit pas être dans la continuité. Et même si Gabriel Attal lui a laissé une pile de projets de loi sur le bureau, il doit imprimer une marque différente et, à mon avis, avant tout autour de l'ordre, de la sécurité, mais aussi avec une vision sociale, de redistribution, de justice sociale, de valorisation du travail, ce qu'on appelle le gaullisme social. Michel Barnier a un côté plus libéral que social, mais peut-être qu'il va falloir qu'il trouve des angles pour que la censure annoncée par la gauche, finalement, soit un petit peu plus compliquée que prévu. Merci. Quant au RN, honnêtement, je ne sais pas comment ils vont réagir, parce que si on leur propose des mesures claires, nettes et précises, pour une fermeté pénale notamment, pour effectivement fermer le robinet de l'immigration, je ne vois pas comment ils pourraient se prononcer contre. Merci beaucoup, Olivier Paccaud, d'avoir été en ligne avec nous, sénateur LR de l'Oise. Philippe Moreau-Chevrolet, donc pas de coalition, mais enfin, effectivement, ils vont avoir besoin des LR, oui. Une partie donc de la Macronie, ensemble, une partie du MoDem. Ça va être... Sur quoi vont-ils se mettre d'accord? Là, on l'a entendu justement parler d'autorité, d'immigration, donc ça va être ces thèmes-là. Et Michel Barnier, il a une double tutelle. Il a la tutelle de l'Élysée, donc ce qu'on a entendu sur il faut qu'il imprime sa marque. Ça n'existe pas. Il exécutera le programme du président. La deuxième tutelle, c'est le RN. Ça, c'est plus compliqué à gérer parce que le RN peut aussi, d'ailleurs, piéger Emmanuel Macron. Imaginons qu'au moment du vote de confiance, le RN décide de voter la motion de censure et dégage Michel Barnier. S'ils font ça, après tout, on n'a aucune garantie qu'ils ne le feront pas. Ils créent une crise de régime sans précédent. Ils forcent une présidentielle anticipée. On peut tout à fait imaginer ce scénario. Il n'est pas exclu. Donc le RN, il a vraiment du pouvoir, comme vous l'avez dit. Il a vraiment du pouvoir sur la situation. Et la tutelle du RN est le plus compliquée, parce que faire des politiques sociales, le RN est d'accord, mais avec des critères, qui sont des critères notamment de préférence nationale, qui sont très différents des critères de la gauche. Est-ce que justement le fait qu'il ait négocié sur le Brexit, il me semble que ça a duré presque 5 ans, Roselyne, Bruxelles voit plutôt d'un bon œil cette nomination de Michel Barnier. Est-ce que ça va l'aider à avoir un projet justement peut-être assez difficile, en tout cas, de couper dans la dépense publique en France, d'avoir une trajectoire budgétaire peut-être plus conforme avec ce que souhaite Bruxelles? Est-ce que ça pourrait passer? Alors, on a écouté les louanges de Ursula von der Leyen, qui lui tresse des couronnes, presque. Alors, oui, ça peut aider parce qu'il connaît les rouages de l'Union européenne, de Bruxelles, et surtout, comme nous sommes sous les fourches codines d'un déficit... je ne sais plus l'expression, d'un déficit public extrêmement... Non, mais il y a une expression... Excessif, voilà. Excessif. Bien évidemment. C'est la procédure européenne contre la France. Je veux dire, c'est pas parce que Michel Barnier est là qu'on aura un passe-droit. C'est pas ce que je veux dire. C'est qu'il connaît bien les arcanes et qu'il peut peut-être mettre de l'huile dans les rouages et savoir naviguer avec le savoir-faire et la mentalité de l'Union européenne, voilà. Thierry Vidal, oui, ça va rassurer, ça rassure en tout cas Bruxelles. En tout cas, ça rassure les marchés. Oui, justement, si on parle de marché, je serais tenté de dire pour les hommes et les femmes politiques, c'est un petit peu comme pour les marchés financiers, les actions passées ne préjugent pas des actions futures. Voilà. Alors, si on essaie de réfléchir un petit peu à ces marges, les directions que Michel Barnier ou les possibilités qu'il a. Alors d'abord, il y a une chose, peut-être on sera éclairé là-dessus, c'est l'accord qu'il a passé avec le président de la République. Il a été nommé Premier ministre. Probablement, il y a eu un accord sur un certain nombre de principes. Est-ce que, par exemple, et ça c'est un point clé, la réforme de la retraite, sur les retraites, on peut y toucher ou non? Est-ce que Emmanuel Macron et Michel Barnier se sont entendus là-dessus? Alors ensuite, est-ce que sur la politique d'immigration aussi, la loi immigration? Voilà. Ensuite, il y a un second test, c'est la composition du gouvernement. C'est-à-dire, on va voir un petit peu ce qui se passe. Il y a une pourrait y avoir ouverture. des ministres LR, par exemple. Ou non, je pense surtout à des personnalités de la société civile. Oui. Je pense que c'est ce qui va jouer à fond pour essayer de se sortir justement de cette logique parlementaire. Au budget. Voilà. Et puis, la troisième voie que j'aperçois, et on a senti un petit peu que c'était une possibilité réelle, c'est avec les syndicats
avec les organisations professionnelles. Et là, je pense qu'il a une véritable marge de manœuvre s'il réussit à renouer un dialogue qui, jusque-là, a été très, très coupé et très, très faible. Pour évoquer quel dossier avec justement les syndicats? Toutes les affaires sociales, mais ne serait-ce que symboliquement déjà affirmer qu'on reparle. Et le lien aussi avec les collectivités locales. Et avec les élus locaux. Il ne faut pas oublier que c'est un Savoyard et que c'est un élu régional. Et là, peut-être, il peut y avoir un sentiment de changement qu'il faut lui donner un petit peu de temps. Il a quelques cordes à son arc, ce Michel Barnier. Oui, il est tout à fait capable d'aller voir les parties prenantes, d'aller voir les corps intermédiaires que Macron a beaucoup négligés, voire violentés. Qui pourrait ensuite obtenir les soutiens à l'Assemblée. Enfin, ça l'aiderait en tout cas à obtenir des soutiens. Alors s'il va faire de la politique au Parlement et que vraiment il rentre dans le cœur du réacteur, qui va voir les uns les autres et qui négocie, peut-être ce que personne n'a vraiment fait jusqu'à présent sous Emmanuel Macron. Il faut que l'Élysée lui laisse la liberté de le faire. Le problème, il est là. Par contre, si on est dans le positif, pourquoi la nomination de Barnier est bien? Ça restaure notre position dans l'UE qui était complètement en train de s'effondrer depuis la dissolution. Ça a des répercussions sur le conflit ukrainien puisqu'on va pouvoir investir la relation européenne, donc re-soutenir l'Ukraine par exemple. Les marchés sont ravis, d'ailleurs la bourse a monté, les marchés sont contents. C'est important parce qu'on avait un blocage de l'investissement là aussi depuis la dissolution. Les chefs d'entreprise vont voir un signe favorable là-dedans, ils avaient très peur du NFP. Voilà, si on veut être positif, ça existe. C'est positif. C'est vrai que tous les chefs d'entreprise, on l'a vu lors des journées... Ils doivent être soulagés. Tout était bloqué. Les chefs d'entreprise, le MEDEF était un peu... qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Est-ce qu'il y aura des hausses d'impôts? Est-ce que... Ils se posent la question comme tous, combien de temps ça va durer? C'est une tempête, donc on se raccroche à ce qu'on peut. Ça, c'est un radeau possible. Voilà, c'est pas le bateau ni le rivage. C'est un radeau. On ne sait pas où on va, mais on est sur un radeau. Et combien de temps ça va durer? Ça va donc effectivement... être en fonction des soutiens. Personne n'est Nostradamus sur ce plateau. Oui, mais je pense que malheureusement, on va devoir attendre une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. Je ne vois pas comment. Ça, c'est dans un an. Donc oui, on a encore... enfin 9 mois. 9 mois. Dans 10 mois. Oui, 9 voilà. mois. Et alors, ce qui va aussi compliquer les choses, et on a oublié jusqu'à présent de le rappeler, c'est aussi la perspective des élections présidentielles, puisqu'on voit déjà des candidats frémir. Et ça va jouer énormément. Et ça joue déjà sur toute la stratégie du Rassemblement national, par exemple, qui cherche visiblement à se notabiliser. Véritablement. Et donc peut-être, c'est pour ça qu'ils vont être moins agressifs à l'égard de Michel Barnier qu'on attend. Mais il a quand même une cible wanted quand même. C'est-à-dire que faut qu'il fasse attention à ses arrières. Il a contre lui Gabriel Attal, Édouard Philippe qui est officiellement candidat, Marine Le Pen. Laurent Wauquiez, ça fait beaucoup de gens. Oui, ça fait quand même beaucoup de gens. Alors justement, on va écouter une petite vidéo que Gabriel Attal a postée juste avant son discours au moment de la passation du pouvoir sur les réseaux sociaux, parce que lui, c'est aussi la génération réseaux sociaux, ce qui n'est probablement pas tout à fait Michel Barnier. Il y aura peut-être des différences, on va l'écouter. Je ferai toujours tout pour me dresser à la hauteur du moment, à la hauteur de notre pays que nous aimons tant. En un mot, un seul, merci. Merci à tous les Français rencontrés qui m'ont permis de les écouter. Partout où je suis allé à travers le pays, vous m'avez dit vos craintes et vos espoirs. Vous m'avez dit cette France que vous aimez et à laquelle vous croyez. Vous m'avez dit cette France dont vous êtes fiers. Le lien que nous avons est ce que j'ai de plus précieux. Comptez sur moi pour continuer à le tisser. Je m'adresse au communicant Philippe Moreau-Chevrolet. En fait, oui, effectivement, c'est même pas juste une vidéo, c'est un clip vidéo qu'il a mis sur les réseaux sociaux avant son discours. C'est un clip de campagne. Et en fait, un clip de campagne. Lui, il sait communiquer avec les réseaux sociaux. D'abord, quand il est parti, dans son discours, il a parlé de lui, il a parlé de son histoire familiale, il a rappelé ses valeurs. Ça, c'était très intelligent. Et le clip est un clip de campagne. Il est en campagne pour 2027. Voilà. Peut-être. En tout cas, il va représenter la majorité. Oui. Il va représenter ensemble le deuxième groupe politique à l'Assemblée. Et là, il va y avoir une bataille avec Michel Barnier. De prendre le parti aussi. Une discussion. Voilà, c'est ça. C'est l'enjeu, je crois, c'est essayer de créer un parti. Oui. En fait, il va prendre la tête du groupe. Non seulement le groupe, mais créer un parti, parce qu'il n'y a jamais eu jusqu'à présent de parti macroniste. Il y avait eu une personnalité puis une organisation très, très, très flexible, sans véritable structure. Et là, je crois qu'il y a un véritable enjeu pour Gabriel Attal, c'est devenir un chef de parti qui compte. Et je crois qu'il a des troupes. Qu'est-ce qu'on peut appeler parti dans ce mouvement macroniste où il y a du Modem, Horizon... Non, jusqu'à présent... Un mouvement gazeux. Voilà, jusqu'à présent, Est-ce que ça sera ça l'objectif de faire une sorte de... L'atalisme, est-ce que ça sera ça? Le Gabriel Attal est le seul à être, pendant l'entre-deux tours, c'est le seul à avoir dit à son camp, on va aller contre le RN. Le président était très ambigu et tous les députés qui ont été réélus, quasiment,
sont redevables à Gabriel Attal et se sentent redevables. Donc il peut aussi, s'il a vraiment une force, c'est à lui de le prouver et de le faire, constituer au Parlement une forme de résistance au macronisme qui lui suive, lui, sur une aile gauche. On peut envisager ce type de scénario, auquel cas l'équation de Barnier devient encore plus compliquée. Sauf s'ils acceptent, au contraire, de voter un certain nombre de textes. S'ils sont Playmobil, oui, mais l'idée de Gabriel Attal, c'est de sortir du Playmobil, visiblement. Oui, mais c'est ce qu'il a dit. Il a dit la liberté sera la valeur qui m'animera. Donc, voilà, la liberté, ça a un sens. Et donc la liberté, ça risque de... Quand on est un politique, les mots... c'est pas une langue morte. Donc il risque de censurer un certain nombre de textes aussi avec. Il risque de négocier, de faire valoir le poids de son groupe parlementaire en disant au président tout ça c'est bien gentil, mais moi j'ai des votes et il va falloir jouer avec moi. Et Édouard Philippe, donc, qui se présente à la prochaine présidentielle, sans donner la date. Lui, c'est son groupe Horizon. Ils sont 31 députés Horizon à l'Assemblée. Ça aussi, ça va compter dans les négociations avec Michel Barnier, son gouvernement. Oui, sûrement, puisque Horizon fait partie de la majorité. Mais si c'est pour parler d'Édouard Philippe et de sa déclaration un peu curieuse au milieu d'une interview, plutôt intéressante, il faut dire, parce que l'homme est intéressant de toute façon. Mais j'ai trouvé que le timing quand même d'annoncer qu'il sera candidat à l'élection présidentielle sans préciser que c'était 2027, donc en quelque sorte qu'il pariait sur le chaos et la chute d'Emmanuel Macron. Je trouve pas ça très 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 élégant. Voilà. Mais bon, de toute façon, il va rester Édouard Philippe, quoi qu'il arrive. Il se positionne. Ça, c'est en politique, ça ne choque aucun des politiques. Ça peut choquer le commun des mortels. Même chose pour mais Wauquiez. En politique, regardez Pompidou avec De Gaulle. Bon, voilà. Donc, mais voilà, le timing est curieux. Et pour autant, ce sera un soutien, je pense, d'Emmanuel Macron. Ou en tout cas... Oui, et encore, donc si on s'inscrit un petit peu dans cette perspective, bien que ce soit très tôt, je crois que ce qui va compter de plus en plus, et ce à quoi on va être attentif, c'est véritablement la substance, c'est-à-dire le contenu du message qu'on veut délivrer. Et pour le coup, lors de la passation de pouvoir, Gabriel Attal, il définissait une orientation sur l'école, en disant c'est ça qui est la clé de la République. Et là, on commence à avoir quelque chose d'un peu consistant et de relativement nouveau par rapport à beaucoup de discours. Et l'autre que je vois un petit peu qui est du même tonneau, c'est François Ruffin, chez l'ex-LFI, qui lui aussi renouvelle d'une certaine façon un petit peu le discours politique et apporte un message frais. Mais ce ne sera pas forcément celui de Michel Barnier. Non. Moi, je ne sais pas quelle est la politique de Michel Barnier. Je sais qu'il va continuer la politique de Macron. C'est à lui de dire s'il y a du barnierisme, s'il y a une ligne Barnier ou pas. Gabriel Attal n'a littéralement pas eu le temps de développer une ligne ou quoi que ce soit. Donc, il a suivi... Donc, ça veut dire, a priori, il ne veut pas revenir sur la réforme des retraites. Mais enfin bon... La réforme des retraites, c'est non. S'ils le font, c'est très bizarre parce qu'ils n'ont pas nommé Castex pour éviter qu'on touche à la réforme des retraites. Un budget, donc, avec des économies. Le budget, on nous l'a expliqué dans la majorité. Il est fait. On n'y touche pas parce que c'est trop tard. La réforme de l'assurance chômage. A priori, ça là, elle a été interrompue. Peut-être, parce que ça, la majorité a commencé à lâcher du lest sur ce sujet qui est assez impopulaire. Et je crois que Barnier, il a parlé aussi d'écologie, non ? Oui. Alors, je ne sais pas, il a peut-être des mesures, ça serait étonnant. La réforme sur la fin de vie, ça, c'est quand même un projet de loi qui était... Ça, c'est le genre de loi qu'on peut faire voter, mais ce n'est pas ça qui va changer. Je ne vois pas Barnier porter un projet sur la fin de vie avec ses valeurs à lui qui sont très, très conservatrices. Donc celui-là pourrait être envoyé aux oubliettes. Comment est-ce que... Roselyne, on peut percevoir maintenant cette cohabitation? Parce que finalement, on vous dit qu'il va faire ce qu'Emmanuel Macron lui dit. Mais c'est pas une cohabitation. Non, avec Emmanuel Macron, vous voulez dire avec Barnier? Avec Emmanuel Macron. Non, c'est pas une cohabitation. C'est du co-living, mais c'est pas du co-living. Il faut trouver un nouveau terme. Co-working. La collaboration, alors? Collaboration plutôt que cohabitation. Oui, collaboration. Alors... parce que, Michel Barnier, il faut voir aussi, on donne l'impression que c'est un type très sûr de lui, etc. Mais c'est un grand anxieux, en fait, Michel Barnier. C'est pas quelqu'un... c'est quelqu'un qui paraît calme, qui est en fait nerveux. Voilà, donc on sait... Non, mais c'est vrai. Il est plein de paradoxes. Il est à la fois... Il est très bon teint, il porte bien, il porte beau. C'est un homme élégant, etc. Mais qui peut avoir la langue un peu parfois rude. Donc peut-être que la relation sera pas si simple. En vacherie, etc. Alors, est-ce qu'il va coller à Emmanuel Macron? Est-ce qu'il va avoir le petit doigt sur
la couture du pantalon, sachant qu'Emmanuel Macron est quand même, ce que disent les Américains, un lame duck, c'est-à-dire un canard boiteux, à 2 ans de la fin d'un mandat, où quand même beaucoup se retournent contre lui, comme Jean-Michel Blanquer qui écrit un pavé quand même, qui est plutôt à charge contre lui, Gabriel Attal qui est furieux de cette dissolution, les uns et les autres qui... Voilà, donc c'est quand même une fin de mandat qui va être... Et surtout une grande impopularité dans l'opinion publique. Voilà. Il n'y a que François Hollande qui a été plus bas. Mais alors, on est très très proche. Est-ce qu'il joue la Lali? Est-ce que Michel Barnier va jouer la Lali et il va dire, bon ben, je fais ce que je veux parce que dans le fond... Macron, c'est fini, et je joue ma carte. Soit c'est plutôt le type qui est, on va dire... comment dire, je cherche... Rester dans la ligne. Bah oui, rester dans la ligne, et puis sincère, et puis loyal. Voilà le mot que je cherchais. Ce sera une affaire de loyauté? Ça va être une affaire de capacité politique personnelle. Est-ce que Michel Barnier, qui a voulu être président de la République en 2021, il a essayé d'être candidat, a envie de faire sa propre politique d'une certaine façon et utiliser Macron pour ça, et il peut, parce que le président est extrêmement faible, ou est-ce qu'il va exécuter les ordres de l'Élysée, être un bon haut fonctionnaire? Ce qu'attend Emmanuel Macron de lui, c'est Elisabeth Borne bis, c'est Jean Castex bis. Et là, il peut tomber sur un os. Il peut tomber sur un os. Ça peut être Édouard Philippe. Édouard Philippe, c'était pas le même genre. Il est plus politique que Jean Castex. Mais le discours est pas, pour l'instant, le discours inaugural n'est pas très impressionnant. Il n'est pas très charismatique pour l'instant. Il va quand même falloir nouer une relation avec les Français pour ça. Et là, moi, pour l'instant, je la vois pas. Donc, elle peut arriver, mais ça reste un haut fonctionnaire bruxellois, brillantissime, mais pas très chaleureux, quoi. Enfin, c'est pas... le contraste avec Gabriel Attal est quand même... Gabriel Attal qui est au bord des larmes en train de parler de ses parents, d'expliquer pourquoi c'était important pour lui. Après, il y a Barnier qui arrive en parlant dossier... et en étant maladroit. Oui, mais il l'a fait de manière assez maladroite, quoi. Puis il y a quand même 2 générations d'écart. Et les gens d'en bas, alors ça, moi, les gens d'en bas. Les gens d'en bas, ça, c'est extrêmement étrange. C'est une raffarinade. Mais Raffarin soutient Barnier, hein. Ils sont de la même génération. Voilà, Raffarin, il chantait du Johnny Hallyday. Voilà, c'est une autre génération. Un génération gap, comme on dit en anglais, un fossé de génération. Merci beaucoup, Roselyne Febvre, d'avoir été avec nous, d'avoir été patiente. 3 heures d'antenne, Roselyne, sur France 24. Thierry Vedel, merci beaucoup. C'est pas tous les jours. Moreau, Chevrolet, c'est pas tous les jours. Et forcément, on verra quelle sera la fréquence. Ça fait 50 jours que c'est tous les jours. Merci. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.